Toi, tu voulais faire un film. Prends la parole d'autorité. Oui. Je ne comprends pas tellement parce qu'ils vont me donner une Je cellule prends la parole d'autorité. Je l'enverrai. Tu le mets sur Internet. Je le mets directement, oui. Voilà. Alors, je vais donc vous parler aujourd'hui, si j'y arrive, du rapport de François Châtelet à l'art. Si j'y arrive, pourquoi? Parce que, pour tout vous dire, donc j'essaie de terminer mon doctorat sur François Châtelet, et que je viens, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, a été à peu près fini d'écrire il y a 3 semaines. Donc, ça n'est pas encore pleinement digéré, puisque pour penser, il faut ruminer beaucoup, et visiblement, je n'ai pas assez ruminé pour vous faire quelque chose qui soit peut-être logiquement bien tenu. Donc, j'ai quand même prévu peut-être deux orientations principales. Et je vais me laisser un petit peu aller, puisqu'on a la chance d'être, je le dis à chaque fois, mais comme ça devient de plus en plus rare, y compris dans cette magnifique université. Il faut le répéter, je suis dans un séminaire où jamais je n'ai été jugée, et où on peut expérimenter sans craindre de subir cet affront. Donc voilà, avec ce plan d'amitié qui était propre aussi à François Châtelet, je peux aussi un petit peu me laisser aller, vous me pardonnerez le manque parfois de cohérence. Voilà. Alors, pour essayer un petit peu de replacer les choses, comment est-ce que j'ai rencontré l'art, ou la question de l'art, dans l'œuvre de François Châtelet, et comment est-ce qu'elle va s'articuler de manière, je dois le dire, relativement minoritaire dans la thèse, dans le doctorat. Bon, la question de l'art, je l'ai rencontrée chez Châtelet à travers la question de l'enseignement. Et notamment, alors la question de l'enseignement chez François Châtelet, bon, il faut un petit peu peut-être que je repose un peu les choses. Tout le monde est au fait avec François Châtelet, tout le monde connaît bon, il est né en 1925, il est mort en 85, donc très jeune, dans la pleine fleur de l'âge. Et bon, on le connaît comme historien de la philosophie, malheureusement, c'est ce qu'il disait aussi. Il n'aimait pas qu'on le cantonne uniquement à ça, mais c'est un fait, il a fait de l'histoire de la philosophie, il a fait ce qu'on appelle aussi, en termes plus généraux, de la transmission de connaissances dans tous les domaines, que ce soit effectivement la philosophie, les idées, les doctrines des philosophes, que ce soit aussi parce que c'était un homme de radio et de télévision, il est passé beaucoup dans les médias, que ce soit aussi la transmission par rapport à des ouvrages, il a été aussi critique d'ouvrages, notamment j'ai vu ça à la radio, à la télévision. Donc c'est quelqu'un qui ne se contentait pas seulement de transmettre la philosophie, c'est quelqu'un qui transmettait aussi tout ce qui touchait au champ de la culture, pourrait-on dire. Quand on est Châtelet à la philosophie, je m'en suis aperçue, c'est un peu le restreint. Bon, donc je reprends. Un petit peu pour les choses. Donc François Châtelet a été toute sa vie enseignant, jusqu'au bout, même gravement malade d'ailleurs. Il a continué à faire cours dans son appartement. Hein. Ça, c'est il y a 2 émissions radiophoniques qui sont données à écouter à l'INA-Tech, hein, donc sur le site de la BNF, celle de Christine Gohémé et celle de Jacques Munier. Hein, Jacques Munier étant la première et Christine Gohémé la seconde. Et on peut entendre des étudiants de Châtelet qui disent que là, quelques mois avant sa mort, il donnait encore des cours, des séminaires dans sa maison. Donc jusqu'au bout, il a été enseignant. Bon. Enseignant principalement de philosophie, bien entendu, enseignant philosophe. Alors, comment est-ce que j'articule cette question de l'enseignement, de la culture et de ce qui va arriver vers la fin de son existence, où Châtelet s'inquiète de ce qui est fait de la culture, et on rencontre souvent ces expressions-là chez lui d'une politique de la culture ou d'une politique de l'instruction publique ou d'un droit à la culture. Alors comment ça s'articule? François Châtelet, comme vous le savez probablement, vous en avez entendu parler, et notre département est aussi un peu fondé là-dessus, et peut-être un des
un des pionniers, enfin en tout cas un continuateur très fort, un point d'appui très fort de la critique des programmes de philosophie. Son ouvrage, qui n'est pas republié, mais beaucoup de choses de Châtelet ne sont pas republiées, qui s'appelle La philosophie des professeurs, est un ouvrage publié en 69, réédité en 71, et puis après ça a été terminé. Est un ouvrage qui faisait la critique des programmes de philosophie, au sens où la philosophie telle qu'elle était enseignée au lycée ou à l'université était l'objet d'une institutionnalisation, c'est-à-dire d'une récupération des idées, des concepts philosophiques au profit d'une idéologie. Idéologie, pour faire vite, je ne rentre pas dans ce détail, idéologie bourgeoise, à viser de faire un bon citoyen rentable, vous pardonnez tous les guillemets, les gros mots que je dis, mais ça c'est la troisième partie de ma thèse, donc j'en ai déjà parlé là, donc je ne reviens pas là-dessus. Donc il écrit ça en 69-70, la philosophie des professeurs, et il est précurseur, je crois, d'un mouvement auquel va se greffer quelqu'un comme Derrida, auquel va se greffer Le Greffe, qui est ce groupe sur l'enseignement de la philosophie, et auquel vont aussi se greffer, je l'ai appris très très récemment, une revue qui s'appelle le Doctrinal Sapiens. Donc je dirais qu'il y a une espèce de petite histoire. Il y a Châtelet, il y a Derrida, la critique, des programmes, et il y a le Doctrinal Sapiens, tout ça formant un groupe de quoi? Un groupe, je dirais, pour faire vite, inquiet des programmes de la philosophie, inquiet de ce que l'on fait de la philosophie, et à travers la philosophie, parce que c'est pas quelque chose de corporatiste, à travers la philosophie, ce qu'il est fait de la culture. Ça, c'est... vous voyez, là, je commence déjà à sauter. Le Doctrinal Sapiens, juste parce que vous le savez certainement mieux que moi, nous avons quelques professeurs ici, et j'ai vu que René Scherrer, d'ailleurs, avait fait une interview avec eux dans ce numéro qui date aux alentours des années 1900. Personne n'a vu le Doctrinal Sapiens? Non? Bon, c'était avant la fin de 70, je sais pas. Oui, je dirais entre 70 et... Entre 75 et 79, je dirais. Au moment du grève, donc on dirait 75-79. Et vous avez trois de nos professeurs qui sont ici. Vous avez Patrice Vermeuren, qui est donc celui qui a dirigé. Voilà. Avec, oui, puisque Derrida parle de Vermeuren, il y avait évidemment Stéphane Joyer. Il y avait Patrice Vaudet, qui est ici, et il y avait Georges Navet, pour ceux qui appartiennent à... Il y avait Jean-Paul Thomas. Châtelet et les arts. Qu'on attend encore. Ça avait dû avoir son origine dans les préparations de Saint-Cloud et de l'école normale supérieure de Saint-Cloud, et celle des instituteurs également. Voilà, tout à fait. Je vois en effet ce que c'est. Voilà, et bon, il y a très peu de numéros, ils sont à la BNF, je crois que j'en ai consulté 5-6, voilà, qui sont là. Le doctrinal de ça. Je ne sais pas d'où c'est qu'ils avaient tiré ce titre. C'est un titre rabelaisien, ça devait être tiré d'une expression peut-être, puis c'est une sorte de langage qui appartient au XVIe siècle, mais qui peut être pris avec une certaine dose d'humour, me semble. Tout à fait. Doctrinal de Je suis impardonnable parce que je ne l'ai pas noté, pourtant je l'ai vu. Bon, donc je reprends un petit peu tout ça. Donc François Châtelet, à travers la philosophie des professeurs, finalement a amorcé un mouvement qui politiquement est dans un contexte de gouvernement de droite, très hostile à la philosophie, de toute façon, et cherchant à dire en gros que la philosophie... de toute façon est dépassé, qu'il y a des savoir-faire bien plus importants quand il s'agit de s'intégrer dans la société française de 1970.
Donc, vous voyez un petit peu, Châtelet est donc l'initiateur de ce mouvement de critique des programmes de philosophie, c'est-à-dire d'une institutionnalisation de la philosophie, pas seulement d'ailleurs parce qu'elle est une institution au sein de l'éducation nationale, mais aussi, ça c'est le geste de Châtelet, aussi parce que son vocabulaire, et ça vous rappellera Deleuze, parce que son vocabulaire est aussi utilisé à des fins de couverture idéologique dans les médias. Quand Deleuze, avec Guattari, dans Qu'est-ce que la philosophie, dit en gros le concept appartient au philosophe, le concept c'est l'affaire du philosophe, c'est en germe chez Châtelet. Hein, c'est vraiment cette idée-là, c'est-à-dire c'est tout le travail de Châtelet aussi de transmission de la philosophie, c'est de dire, voyez le mot liberté qu'on emploie à tout bout de champ, ce mot liberté, il a une date de naissance. Voilà ce qu'il voulait dire. Et voilà ce que l'on en fait maintenant, à travers les médias, etc., et y compris à travers les programmes de l'éducation nationale. Bon, Châtelet, puis Derrida, avec le greffe. Et alors, qu'est-ce qui se passe avec la rencontre entre Derrida et Châtelet, puisqu'ils se sont rencontrés pour fonder, comme vous le savez, le Collège international de philosophie. Et là, je renvoie à ce qu'on appelle le rapport bleu, qui a été publié, qui était donc le rapport qui avait été transmis à Jean-Pierre Chevènement, alors ministre de je sais pas quoi, en gros, pas de l'éducation proprement dite, mais oui, quelque chose comme ça, pour le projet du Collège international de philosophie. Bon, et qu'est-ce que disent là, je résume grosso modo, mais c'est un petit peu, voilà, pour un petit peu vous insérer cette question de l'art et de la culture dans tout ce que j'ai fait dans l'enseignement. Qu'est-ce qu'il dit? Sur quoi il tombe d'accord finalement dans le rapport bleu? C'est qu'on ne pourra, bon, qu'est-ce que c'est que le Collège international de philosophie? C'est évidemment donner un autre lieu à la philosophie, là c'est moi qui le dis, qui serait peut-être un... Bon, il est très clair que le Collège international de philosophie est un rejeton du département de philosophie. C'est clair. C'est un rejeton de ce qui s'est passé à Vincennes, à ce centre expérimental, et qui a perduré encore. Et là, c'est mon interprétation. Peut-être que Châtelet pense qu'il faut multiplier encore ce type de pratique, d'expérience de pensée. Et le collège, de toute façon, n'est rien sans ce précurseur qu'est Vincennes comme centre expérimental. Et le département de philosophie qui, même encore maintenant, est quand même un département qui résiste, notamment en ne formant pas au concours. Donc, dans ce collège international, qu'est-ce qui se dit? Mais que la philosophie, pour être vivante, elle ne pourra pas rester, elle ne pourra pas être cette chose centrée sur elle-même. Qu'est-ce que c'est que le Collège international de philosophie? C'est, quand on regarde un petit peu, effectivement, philosophie, mais, je ne sais pas, philosophie et politique, philosophie et... Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, et Châtelet, je crois vraiment à l'origine de ça, il se rencontre avec Derrida. Derrida a des pages magnifiques là-dessus, pas toujours très claires, il faut plutôt voir François Châtelet là-dessus, en tout cas très clair, sur le fait que la philosophie ne restera vivante et ne sera vivante que si elle s'allie avec d'autres champs de la pensée, d'autres champs de la création, et y compris, on pourrait dire, pour faire référence à Vincennes, y compris à des pratiques, singulières, à la vie des gens. Hein. Qu'est-ce qu'était Vincennes? René en a parlé très très bien dans Utopie nomade et dans Hospitalité, si vous voulez lire ce qu'il a écrit sur Vincennes. Vincennes, c'est aussi l'entrée des gens avec leur existence propre qui rentre à l'université, qui rentre dans la pensée et qui fait penser les philosophes, oui, mais pas seulement, les artistes, etc. Bon. Donc, ce que je veux dire par là, et ce qui fait que ce dont je vais vous parler entre dans cette quatrième partie que j'ai appelée, qu'est-ce que j'ai appelé le savoir en question, c'est que François Châtelet ne se contente pas d'une critique des programmes de la philosophie ou d'une critique de l'institutionnalisation de la philosophie
il ne se contente pas de ça, c'est une espèce d'enfermement sur elle-même, hein, la grandeur de la philosophie, etc. La philosophie sera vivante et sera forte que si elle s'allie avec les autres champs de la culture. D'où que ce qui est fait à la philosophie ne peut qu'avoir un impact sur l'ensemble de la culture. Et peut-être que c'est ça la force de ces philosophes, de ces penseurs, là je suis désolée, je ne cite pas tout le monde, mais de ces groupes de pensée, c'est qu'ils ont peut-être, parce qu'ils sont philosophes en tout cas, vu que le danger était plus vaste que le seul corporatisme, hein, que le seul problème de la philosophie. Voilà. Alors, donc, la question de la philosophie, la question de l'enseignement de la philosophie s'insère dans une question qui est plus vaste, qui est celle de la culture, de ce qui est fait aujourd'hui, c'est-à-dire un aujourd'hui très clairement qui date des années 70, enfin un moment très très dur sous Pompidou et Giscard d'Estaing. Oui. Plutôt Giscard. Oui, ça a commencé un petit peu avant, il y avait des prémices. Hein. Mais effectivement, le moment Giscard, c'est-à-dire 74-81, est un moment très très dur, puisque c'est la philosophie qu'on veut éjecter, c'est le moment où on casse les humanités, hein, où on fait disparaître les humanités du lycée, sauf que désormais on le réserve à une élite. C'est l'entrée en force des matières dites rentables ou dites permettant l'insertion sociale comme les mathématiques, etc. C'est par rapport au slogan de Giscard, la société libérale avancée. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, j'ai dû perdre le fil, mais c'est pas grave. Donc ce que fait François Châtelet, finalement, à travers cette question de l'enseignement de la philosophie, à travers la pratique de Vincennes, à travers la création du Collège international de philosophie, c'est pas seulement faire que la philosophie soit vivante, c'est faire que la culture reste partie prenante de la société, en tout cas française. Puisque François Châtelet parle au moins pour la société française, mais bon, peut-être que, comme tout est mondialisé, ça parle beaucoup plus que pour la France. Donc il remet en question une certaine forme de savoir qui est aujourd'hui promue dans notre société et qui impacte directement sur la culture dans son ensemble. Bon. Voilà un petit peu pour essayer un petit peu de replacer les choses. Je n'ai pas tout dit, mais c'est pas grave. Alors, très concrètement, comment ça se présente chez François Châtelet? Ça se présente de manière un peu gigantesque, donc je ne vais certainement pas tout dire. Moi, voilà ce que j'ai fait dans mon travail. C'est-à-dire que je montre que François Châtelet est resté, et c'était une grande inquiétude de sa part, il est resté sur cette question de la culture, sur cette question du savoir, d'un certain type de savoir imposé à la société et aux gens. Il est resté, alors ça vous rappelle effectivement des questions foucaldiennes, c'est vrai que moi je ne l'ai pas fait parce que je suis chargée je me charge de montrer qu'il y a une pensée de François Châtelet à la suite, très modestement, de René Scherrer et de Deleuze ou de Lyotard. Mais voilà, je m'intéresse d'abord à la pensée de François Châtelet, mais c'est vrai qu'il y a un lien très très fort à faire avec Foucault de ce point de vue-là, puisque, par exemple, si vous prenez le philosophe masqué, tome 2 d'Édysée écrit 929, si je ne me suis pas bourré, 923, la fin est en 929. Ce qui est très beau, ce que dit Foucault dans le philosophe masqué. Foucault et Châtelet là, se rejoignent sur une idée dont je ne vais pas traiter en détail, mais se rejoignent sur une idée, c'est-à-dire que la culture, c'est-à-dire la manière de s'éduquer soi-même,
de s'éduquer par soi-même, de s'épanouir à travers les connaissances, à travers le plaisir qu'on peut avoir par les connaissances, et non pas par le savoir. Avec Châtelet, on n'a pas de plaisir avec le savoir, on a du plaisir avec les connaissances. Ça, c'est une distinction qu'il fait entre le savoir et les connaissances. D'autres philosophes diront autre chose. Là, par exemple, Foucault parle d'autre chose. Donc, Foucault et Châtelet se rejoignent sur cette chose-là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'âge pour s'éduquer. Que l'éducation n'est pas limitée à un âge, qui serait l'âge du lycée ou qui serait l'âge de l'université, mais qu'il y a une éducation permanente. Qu'il y a et malheureusement c'est tellement connoté aujourd'hui par Pôle emploi notamment, comme quoi les concepts sont bien récupérés aussi, la formation permanente est une expression qu'on rencontre chez Foucault, qu'on rencontre aussi chez Châtelet, et c'est cette idée qu'on a à faire toute notre vie avec de la culture, on a à s'éduquer toute notre vie, et que ça n'est pas déterminé à des champs ou à des âges de la vie. Alors je lis un peu Foucault. Vous voyez, vous m'excusez un petit peu le manque de logique. Tant pis. Qu'est-ce que dit Foucault dans Le philosophe masqué ? Voilà ce qu'il dit. Petite phrase. Le droit au savoir. Châtelet ne dira pas le droit au savoir. Châtelet dira le droit à la culture. Le droit au savoir ne doit pas être réservé à un âge de la vie et à certaines catégories d'individus, mais qu'on doit pouvoir l'exercer sans arrêt et sous des formes multiples. Et juste un petit peu avant, Foucault dit une chose qui, moi, me touche beaucoup, parce que je vous ai parlé un petit peu de François Châtelet, voilà, qui divulgue, je dirais, la culture dans son ensemble, pas seulement les auteurs philosophiques, mais tout ce qui fait partie de la culture. François Châtelet est à la pointe, vous pourriez me dire comme tout grand penseur, oui, sauf qu'il le transmet. Et il va à la radio, il va à la télévision pour ça, et il écrit dans les journaux. C'est peut-être ça, c'est son geste, qui partage un petit peu avec Foucault. Bon. Oui, pourquoi ce que je vais vous lire là m'intéresse ? C'est parce que pour François Châtelet, finalement, il n'y a pas de cloisonnement de la culture. La culture, elle n'est pas réservée à un lieu qui serait par exemple l'université, ou qui serait par exemple le lycée, ou qui serait je lis un livre à la maison. La culture, elle devrait aussi faire partie des médias. Autrement dit, il n'y a pas cette coupure qui a longtemps été celle jusqu'aux Lumières, Lumière compris, cette coupure entre le monde de la pensée et le monde autre, le monde des savants et le monde qui vit à côté. Tout est mêlé, finalement. Alors voilà ce que dit Foucault. Les livres, l'université, les revues savantes, ce sont aussi des médias. Il faudrait se garder d'appeler médias tout canal d'information auquel on ne peut ou ne veut avoir accès. Le problème, c'est de savoir comment faire jouer les différences. C'est de savoir s'il faut instaurer une zone réservée, un parc culturel pour les espèces fragiles des savants menacés par les grands rapaces de l'information, tandis que tout le reste de l'espace serait un vaste marché pour les produits de pacotille. Un tel partage ne me paraît pas correspondre à la réalité. Pis, n'être pas du tout souhaitable. Pour que jouent les différenciations utiles, il ne faut pas qu'il y ait de partage. Ben ça, c'est un geste que... Là, c'est vraiment une phrase qui colle très très bien au geste de François Châtelet. Châtelet qui va dans les médias, Châtelet qui écrit des articles, Châtelet qui parle beaucoup pour les autres, pour faire connaître, qui se met en retrait d'une certaine manière, qui met en retrait sa propre pensée, pour divulguer, pour communiquer de la culture. Ça participe de ce geste de non-partage, de ce qu'il va appeler d'une politique de la culture, d'un droit à la culture, qui lui semble fondamental. Pourquoi ? C'est pas une question abstraite, le droit à la culture, c'est pas une question un peu de l'humanisme bêta. Chacun a le droit de se cultiver, c'est pas l'humanisme bêta, c'est vraiment une question politique. C'est une question, je dirais même, de vie, d'existence sur Terre, très, très clairement. La culture implique ce que l'on est en train de faire du monde dans lequel on est.
Voilà. Et la disparition, les enjeux de la culture, parmi les enjeux de la culture, c'est ça. C'est quelle vie dans ce monde, quelle vie sur Terre, quelle vie, voilà. Hein, c'est vraiment, ça c'est les dernières lignes de Châtelet en 85 notamment. Bon, est-ce que j'ai été claire pour ça? Donc, je parle à tout le monde. Est-ce que j'ai été pas trop confuse là-dessus? Donc, la question de l'enseignement de la philosophie, sa critique débouche sur une inquiétude, ce que j'ai appelé une inquiétude de ce qui est fait de l'ensemble de la culture par les pouvoirs, par l'État. Bon. Alors, bon, et on peut dire, alors si je prends les choses très comme ça, très pratiquement, Châtelet n'a pas cessé de militer, veuillez m'excuser pour ce terme, de militer pour la culture. Une chose que j'ai trouvée dans les archives de l'IMEC, donc qui est, ils ont un truc à Institut Mémoire des éditions contemporaines, c'est d'un compliqué ce truc, bref. Donc Institut Mémoire des éditions contemporaines qui se trouve désormais à Caen, mais qui ont longtemps été rue Bleue à Paris dans le 9e. J'ai trouvé donc un texte de Châtelet, juste pour vous montrer à quel point il était partout pour cette question du droit à la culture. Un texte d'archives qui s'appelle « De la culture comme droit », où on apprend que François Châtelet a en fait il a été à l'origine de la constitution du syndicat des écrivains de langue française. Donc là, on est en 75, où il s'est chargé de défendre les intérêts des écrivains par rapport au monde de l'édition. Alors, je ne vais pas m'attarder sur ce texte qui implique tout un tas de choses. C'est un très, très beau texte dans lequel François Châtelet, donc, il a constitué tout un groupe autour de lui, où je peux vous citer quelques grands noms d'ailleurs, qui étaient dans ce groupe, dans ce syndicat des écrivains de langue française. Il y avait par exemple Raphaël Pividal, qui a travaillé avec Châtelet. Il y avait Dominique de Santi, donc la femme de Jean Toussaint, qui était couple et ami du philosophe. Il y avait Antoine Blondin, il y avait Bernard Pingot qui a écrit sur Sartre, il y a Jean-Louis Bory, il y avait Françoise Xenakis, sur laquelle Châtelet a écrit d'ailleurs un texte sur son roman Les Morts pleureront. Donc, je ne vais pas m'attarder sur la décomposition de ce texte, mais dans ce texte, alors je n'ai pas pu le situer, je ne sais pas où il a peut-être été publié, mais je ne sais pas où. J'ai appris sa date vraisemblable d'écriture parce que je suis allée sur un site qui s'appelle érudit.org, la revue Liberté, et là on nous apprend que ce syndicat a été créé, etc., à cette époque-là, en 75, donc pour lutter contre ce que les éditeurs ou ce que tout le marché imposait à l'écrivain. Et là, il y a tout un travail de Châtelet sur... Bon, effectivement, les éditeurs se sont opposés à ce syndicat, mais les écrivains eux-mêmes, parce que Châtelet affirmait dans ce texte, avec ses amis, que l'écrivain est un travailleur comme un autre, et qu'en tant que travail, enfin comme un autre, qu'il est un travailleur, qu'écrire est un travail, et qu'en tant que travail, il doit être... il entre donc dans le marché du travail, c'est-à-dire dans des rapports de force, hein, et que ces rapports de force, il ne s'agit pas de les nier, il ne s'agit pas d'extérioriser cette espèce de figure d'écrivain, hein, de l'auteur maudit dans sa sphère hors du monde économique, qui se contenterait d'écrire et de publier comme ça, un peu à compte d'auteur, voilà, de manière anonyme, et de se faire flouer. Non, Châtelet est contre, et en bon marxiste de ce point de vue-là, l'écrivain étant un homme qui a faim, un homme qui a des besoins premiers, l'écrivain entre donc dans un circuit et il s'agit de le défendre contre ce circuit, hein, qui cherche à le rabattre, hein, à l'infantiliser. Bon. Donc il y a tout un rapport là entre ce qu'on entend par auteur avec un grand A et ce qu'on entend par œuvre avec un grand O. Hein. Châtelet
déconstruit tout à fait ça. Bon. Donc le droit à la culture, comment est-ce que finalement, si je reprends un petit peu les choses, comment est-ce que cette question de la culture m'est apparue? Elle m'est apparue parce qu'une expression effectivement que l'on rencontre beaucoup à partir de 1975 dans les écrits de François Châtelet, c'est l'expression du droit à la culture. Voilà, donc c'est dans ce texte-là sur un syndicat d'écrivains, mais c'est aussi dans une émission, je crois, télévisée, où il parle du droit à la culture par rapport à l'université. Alors, on est dans ces années de 1975-76, dans des années très très dures pour l'université. Bon, il y a de multiples affaires, mais disons que officie au ministère de l'Éducation une femme et un homme, donc Abi, déjà Abi, et puis une secrétaire, secrétariat d'État aux universités, Madame Alice Saunier-Seité, qui ne vont pas cesser l'un et l'autre de s'attaquer évidemment à l'université, de vouloir faire, c'est le fameux débat sur l'autonomie de l'université, autonomie entre guillemets, et Châtelet parle de ce droit à la culture aussi par rapport à l'université et ce qu'on veut qu'elle devienne. C'est-à-dire un établissement qui va se charger de nous insérer, qu'on serve à quelque chose, bon sang. Donc cette question du droit à la culture intervient aussi dans la question de l'université, dans la question du débat sur l'autonomie des universités qui, comme vous le savez, cache derrière la notion d'autonomie l'expression soit vous vous pliez, soit on vous pliera. C'est vraiment soit vous vous pliez à la rentabilisation, soit on vous pliera. L'autonomie, c'est un cache idéologique. Je peux te demander une précision à ce niveau? Oui, tout à fait. Parce que l'autonomie, on la marie très souvent avec les politiques néolibérales. Sauf que en 74-75, c'est pas encore discuté ça. Donc, comment Giscard, Saunier-Seité, Abi, à quoi ils rattachent leur désir d'autonomie universitaire en termes de pensée économique? Si tu veux, la question de l'autonomie des universités, là je risque d'être un petit peu légère. Mais tant pis, je reprends de mémoire un peu ce que j'ai. L'autonomie des universités, ou cette question d'autonomie des universités, c'est arrivé avec Edgar Faure, et notamment avec la mise en place de Paris 8 Vincennes. L'autonomie des universités, bon, là, j'avoue, je ne sais pas comment me positionner. Alors, je vous dis ce que j'ai lu et je n'en connais pas suffisamment. Là, je dois dire que je suis faible de ce point de vue-là. Mais l'autonomie des universités par Edgar Faure, ça paraît être en même temps une très grande avancée, puisqu'on fait entrer désormais des choses toutes simples, mais dans des réunions qui n'étaient réservées qu'aux plus hautes élites de l'université, on fait entrer par exemple tous les gens qui travaillent à l'université. C'est-à-dire que le débat qu'aujourd'hui on connaît, où par exemple les représentants des femmes de ménage ou les représentants des secrétariats viennent dans les grandes assemblées où des profs ou etc. sont présents, ça date d'Edgar Faure. Edgar Faure, c'est aussi l'idée qu'une université, par exemple, c'était le cas de Vincennes, pouvait essayer d'avoir une autonomie quant au programme. Donc, les corps de métier et les programmes. Voilà. Mais alors là, il faut aller voir, je crois, de mémoire. Je suis désolée, je n'ai pas. Est-ce que j'ai fait? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Attends. Attends, ouais, ça a un lien, c'est très clairement avec 69, et si vous me permettez de regarder, il me semble que je dois l'avoir là, mais j'ai tellement de trucs. Non, ça doit être dans une université... Mais non, vas-y, comme ça, on sait jamais, ça tourne pas. C'est ça, peut-être là.
Oui, j'ai fait étudier le sujet. Non, mais voilà. C'est ma préoccupation. Tu vois, en fait, moi j'ai fait avec Ouais, mais il faut que je... Attendez. Non, mais laisse tomber, reviens en faisant. Attends, non, je l'ai. Là, on est sur Edgar Faure. Attends. Jean Gallard, je connais pas. Laisse finir. Ouais, je suis désolée, Guy, mais tu sais ce que je vais faire, je vais le rechercher. La lettre de la main gauche, c'est toi qui avais porté ça? Oui, c'est ça, oui, c'est moi. Mais c'est ça, pour nous dire qu'est-ce qu'il y a dedans. Ça a l'air magnifique, ce livre. Ça a l'air magnifique. Je ne l'ai jamais lu, donc ça m'inquiète, ou ça m'intrigue. Oui. Alors voilà, donc pour la question de l'autonomie des universités, c'est ça, ça date d'Edgar Faure, et tout le travail, pour aller très très vite, ça a posé beaucoup de problèmes, Edgar Faure, à ceux qui sont venus après. Hein. C'est-à-dire que cette autonomie, qui était quand même un cadeau un peu empoisonné, c'était pas la panacée, l'autonomie selon Edgar Faure. Mais les gouvernements, notamment le gouvernement sous Giscard d'Estaing, n'a pas cessé après de vouloir revenir sur le peu d'autonomie qu'on avait accordé aux universités. Dans les grandes lignes, c'est ça. Et pour la question historique de l'autonomie, je crois que c'est dans l'encyclopédie Universalis, où là, il y a quelque chose sur l'autonomie des universités. Mais de toute façon, je peux t'envoyer quelque chose. Hein, voilà. Donc, je reprends. La question du droit à la culture, je l'ai rencontrée donc par rapport à ce syndicat des écrivains et sur la défense de l'écrivain par François Châtelet, qui n'est pas non plus un corporatisme, mais qui est la volonté que la culture fasse pleinement partie de la société et que l'écrivain, à travers en tout cas ce syndicat va pouvoir être une petite pierre à un édifice que Châtelet voudrait voir plus grand. Le droit à la culture, ça intervient aussi par rapport donc à la question de l'université, par rapport à l'université qui a à devenir rentable, qui doit insérer. Voilà, c'est notamment le fameux débat autour du DUG, de l'application du DUG qui a fait débat, notamment le département de philosophie ici au moment de la mise en place du DUG a été un des rares départements. Le DUG. J'avais compris le DUG. Non, le DUG a été un des rares départements à ne pas vouloir le DUG à Paris 8 Vincennes, justement par peur que les étudiants, justement au bout de 2 ans, arrêtent la recherche et un diplôme et partent sur le marché du travail. Hein, autrement dit, le DUG, l'enjeu c'était qu'on allait faire aussi disparaître une recherche, hein, la possibilité d'aller dans la recherche. D'autant plus que Saunier CIT voulait, à la suite du DUG, imposer une espèce de concours, d'examen, hein, qui n'aurait pas donné droit tout de suite à aller en licence. Hein. Donc on est vraiment dans ces problématiques de l'université, notamment. Bon. D'où que, par rapport à cette question de l'université, moi ça me touche beaucoup. Châtelet parle dans une émission, là j'ai vu ça, dans une émission de radio, il fait une distinction entre 2 types d'universités. Ce qu'il appelle l'université première et l'université seconde de la culture. Alors qu'est-ce qu'il appelle l'université première? En fait, ça n'en est pas une. C'est-à-dire, c'est celle qui est première dans la société, c'est celle qui obéit à cette imposition de rentabilisation, et cette université première, autrement dit celle qui est majoritairement en place au moment où il parle, on est dans les années 75-76, cette université première devrait être appelée établissement technique. Et l'université seconde,
c'est cette université qu'il appelle de la culture, université seconde de la culture. Alors, qui n'est pas du tout, il faut bien se faire comprendre, ce ne serait pas une université qui serait en marge de l'autre. C'est que la première est fausse. La première est fausse. On l'appelle université, mais elle est fausse. Elle n'est pas une université. Parce qu'elle détruit la recherche, parce qu'elle vise à la rentabilisation, parce que, voilà, elle a perdu un rapport aux connaissances qui serait un rapport libre à chacun. Et cette université seconde n'est pas donc un lieu à côté, mais devrait être l'université, hein, c'est-à-dire où le rapport à la gratuité ou à la liberté ou au cheminement à l'éducation, où ce rapport-là est maintenu, il est tenu. Voilà, là vraiment je résume, mais université première, université seconde de la culture, et évidemment, pourquoi est-ce que Châtelet parle d'université seconde de la culture? Évidemment, son modèle, c'est Paris 8 Vincennes, enfin, c'est le département de philosophie, bien entendu. C'est pas forfanterie de la part de Châtelet, c'est pas du tout de la prétention. Il faut savoir qu'Edgar Faure, quand il crée Paris 8 Vincennes, là, le centre expérimental de Vincennes, là, je vous renvoie vraiment à René Scherrer, entre autres. Quand Edgar Faure crée l'université de Vincennes, il dit bien qu'il voudrait que cette université ramifie. Le projet au départ de création de cette université, c'est que son modèle ramifie dans toute la France. Donc cette université seconde de la culture qui aurait pour modèle Paris 8 Vincennes, c'est aussi finalement ce que l'on trouve dans là le rapport d'Edgar Faure. Ben voilà, pour Edgar Faure, je vous invite à voir Vincennes ou Désir d'apprendre. Et là, vous trouverez tout l'historique de Vincennes, puisque là, on est au moment où le projet de démantèlement via Saint-Denis, on est à ce moment-là. Hein, et tout le monde écrit un petit peu pour 79. Ouais, 79, pour remuer dans la presse, etc., que les gens prennent conscience de ce qui se passe. Et c'est une mine d'or, une mine d'or. Il y a un texte de René Scherrer et de Châtelet sur Paris 14 ou le radeau de la Méduse, c'est ça, réponse à Georges Lapassade, Université libre ou radeau de la Méduse. Et puis il y a un texte de Châtelet, pour parler des gens que j'ai lus, qui s'appelle Disparité et hiérarchie, hein, où il revient sur ce public extraordinaire de Vincennes, public extraordinaire de Vincennes qui, par sa disparité justement, par ses horizons, par ses origines diverses, oblige le philosophe entre autres, à repenser sa pédagogie, c'est-à-dire, de toute façon, il n'y a pas de pédagogie pour Châtelet. Hein. L'enseignement n'est pas une pédagogie au sens des techniques d'enseignement. C'est se mettre à l'écoute des autres et essayer toujours d'être le plus clair les uns avec les autres. Hein. Il n'y a pas de tactique ou de... Voilà. Oui, excuse-moi. Est-ce que tu peux me confirmer qu'il n'y avait pas besoin d'avoir le bac pour être à Vincennes? Il n'y avait absolument pas besoin d'avoir le bac pour être à Vincennes. Mais en fait, c'est encore mieux que ça. C'est-à-dire que ce n'était pas seulement qu'il n'y avait pas besoin du bac, parce que ça, à l'époque, ça existait déjà. On n'avait pas le bac, mais on passait ce qu'on appelle une capacité en droit, ou ce qu'on appelait les diplômes d'université. Ça vous permettait de rentrer à l'université sans ce qu'on appelait le bac. Mais Vincennes a cette particularité, Vincennes a cette particularité de s'être ouvert à des gens qui n'avaient pas le bac. De les accepter, voilà, tels qu'ils arrivaient. Ça se pratique encore aujourd'hui. Et ça se pratique, alors là, pour... J'en fais partie. Mais il y a des conditions. Les conditions sont avoir été un travailleur avec au moins 3 ans de salaire. Voilà, c'est ça. Et passer du coup, faire une lettre de motivation dans le département qu'on a envie d'intégrer, passer un examen dans ce département, le réussir, et on entre directement en première année de licence.
Ou alors, il faut avoir fait 2 ou 3 enfants pour les femmes. Voilà. Voilà. Et puis, il y a une 3e catégorie pour les jeunes, je ne sais plus trop ce que c'est. Autrement dit, on entre par équivalence de notre vie. Reproductive ou productive. Ou voilà, de notre vie personnelle, de notre chemin d'existence. Donc, ça existe toujours à Paris. Encore maintenant, oui, en 2013. Parce que là, il y a une manif. Hors enseignant. Peut-être. Je sais pas, j'ai rien compris en fait. Enfin, bref, moi j'ai fait ça en 2002. 2002. Voilà. Ah oui, il y a quand même 10 ans, 11 ans. 11 ans, oui. Mais dernièrement, il y a 3-4 ans, j'étais en cours avec un jeune homme d'une trentaine d'années qui me disait lui aussi qu'il n'a pas le bac et donc lui aussi est passé par le système salaire et compagnie. Et c'est possible que pour Paris 8 ou pour toutes les heures? Que pour Paris 8, parce que pour les autres, il y a l'année, avant ça s'appelait Vous avez écrit quelque chose. Les œufs. Avant ça s'appelait les œufs, maintenant je ne sais plus comment ça s'appelle. Ce diplôme, cet examen. Excuse-moi, c'est là. Cet examen à la suite d'une année de cours que l'on passe pour pouvoir après entrer dans l'étude conventionnelle. Non, mais c'est intéressant parce que justement. J'aime bien que vous parliez, mais René, il veut me faire parler sur le texte le plus difficile. Nathalie, parce qu'elle est dans un sujet que l'on vit. Moi, je ne suis pas arrivé à suivre. N'interrompez pas. Mais moi j'aime bien. Vous suivez? J'aurais voulu savoir, c'était moi qui étais intrigué par cela, chaque que j'avais vu ce livre, et j'aurais voulu savoir pourquoi il est question dans ce livre. Bon. Quand tu n'as pas parlé. Est-ce que vous permettez que j'essaie un petit peu, donc j'ai essayé un petit peu d'établir un champ, veuillez m'excuser si c'est un peu chaotique, mais voilà dans quoi est Châtelet, c'est-à-dire un droit à la culture, c'est pas l'humanisme bêta, tout le monde a droit à se cultiver, c'est très concret, c'est la pratique d'un syndicat, c'est l'attention à ce qui est fait à l'université, à ce qui est fait au lycée, etc., etc. Vous voyez un petit peu dans quoi il est, bon, et ça engage toute la question du rapport au savoir. Bon, mais je fais très mal les choses parce que je vous parle du droit à la culture et je ne le définis pas. Donc, si vous permettez, je voudrais vous faire part d'un texte que j'ai trouvé, et là, après, je m'en lancerai dans cette chose que je trouve extrêmement difficile, mais René, comme tout bon philosophe, veut absolument qu'on parle des choses les plus difficiles. Donc, après, je m'engage à parler du rapport de Châtelet. C'est de la philosophie, là. Oui, mais je l'aime pas. C'est pour ça que je ne peux pas en parler. Voilà. Moi, j'attends de la philosophie. Ah oui la 4e page de couverture, le texte est magnifique. Là. Il y a de la philosophie, même dans la question de l'université chez Châtelet. Tu peux pas, c'est impossible. La question de l'université, et tu le sais très bien avec Derrida, c'est une question de philosophie. Il n'y a qu'aujourd'hui qu'on sépare ces champs-là. C'est vrai, c'est pas l'université sans condition que tu as fait, là. C'est une histoire pédagogique. C'est la même chose. Le concept d'université n'a pas été développé, là. Un petit peu, c'est vrai. Attendez. Continue. Ah non, je ne veux pas refaire l'histoire de Derrida. L'intelligence, la compréhension. Moi, je ne comprends pas ce qui est dit. Voilà. Vas-y, continue. Donc, qu'est-ce que Châtelet entend par un droit à la culture? Donc, qu'est-ce qu'il entend par un droit à la culture et à quoi est-ce qu'il l'oppose ou en tout cas en quoi il le nuance par rapport à un autre type de droit. Donc j'ai vu dans le fonds François Châtelet de l'IMEC à Caen, j'ai vu un texte qui s'appelle « Deux hypothèses ». On prend là. Tout ça qui se met. Deux hypothèses sur le droit Enfin de l'art. à la culture et la culture comme service public. Donc
ça, c'est une archive qui... Alors, comme François Châtelet faisait partie de ces penseurs qui écrivent parce qu'ils vont être publiés, ça a probablement dû être publié, sauf que, évidemment, le fonds d'archives ne spécifie pas où, ne dit pas où. C'est vraiment un fonds d'archives qui est, à bien des égards, en friche, en broussailles, enfin, voilà. Mais il se trouve que cette archive-là est accompagnée d'une lettre adressée au ministre de la Culture, Jack Lang, et que du coup, on peut supposer que ce texte date des années 1982, puisque cette lettre à Jack Lang, j'en parlerai peut-être ou pas, que cette lettre à Jack Lang est adressée quelques mois après le discours de Mexico qu'a prononcé Jack Lang, où il dit « économie et culture, même combat ». Voilà, donc Châtelet va écrire à Jack Lang pour un peu se positionner, à la demande d'ailleurs de Jack Lang, se positionner par rapport à ce discours de Mexico. Voilà, je vous en parlerai un petit peu après. Donc, simplement pour vous dire que 2 hypothèses sur le droit à la culture comme service public est associée donc à cette lettre adressée à Jack